Voyage en musique, Gérard Cosset et Geoffroy Scribe. Gérard Cosset, nous allons aujourd'hui parler d'une œuvre pour instrument seul et étrangement enregistrée à deux voix, la vôtre à l'alto, évidemment. Nous parlons des 6 suites pour violoncelle seul de Jean-Sébastien Bach, transcrites donc pour l'alto, qui est notre instrument. Et la deuxième voix, puisque vous avez eu le bonheur de pouvoir enregistrer ce double album avec lui, c'était Laurent Terzieff, acteur, mort en 2010, qui entrecoupe, peut-être ce n'est pas le bon verbe à employer, ces 6 suites par des poésies, des textes de Rilke. Ce disque remonte justement à 2010 et je crois que nous pouvons supposer qu'il s'agit là du dernier enregistrement de Laurent Terzieff. Oui, tout à fait. C'est un petit peu une forme de testament, je pense, de sa part, puisque pour parler de l'historique, nous étions en contact avec Laurent depuis plusieurs années, lui-même étant originaire de Toulouse, comme moi. Donc, quand j'étais jeune étudiant à Toulouse, déjà j'étais à l'admiration devant ce... Comment dire, oui, il a été acteur pendant un temps, il a tourné dans pas mal de films, puis il a arrêté assez rapidement cette carrière, et puis il est devenu comédien. Oui, sa vie était vouée au théâtre. Et c'était le théâtre qui le passionnait. Et puis il nous a révélé des textes absolument extraordinaires, enfin bon, quand on a suivi son parcours. Mais pour revenir à notre sujet, ce qui m'a surtout attaché à lui, c'est sa voix, sa diction et sa voix. Une façon de, j'allais dire presque de mâcher les textes, de nous les faire savourer comme ça, c'est qui était extraordinaire. Ça m'a toujours fasciné parce que nous autres instrumentistes, nous sommes dans l'articulation en permanence, liés, détachés, piqués, pointés, plus long, plus court, vibrés, pas vibrés, enfin on n'est que dans des choses comme ça, complètement folles. Et j'étais fasciné par Laurent. Ce qui fait que lorsque je me suis occupé de l'orchestre de chambre de Toulouse, c'est une aventure qui a duré 3 ans, pas plus, mais c'était passionnant. Et au niveau des programmations, j'avais pensé inviter Laurent. Et, il a répondu positivement. On s'est rencontrés par l'intermédiaire d'amis belges qui le connaissaient très bien. La famille Micha, qui est à Stavelot, qui est une famille extraordinaire de musiciens, de compositeurs, d'organisateurs de concerts. Et là, cette rencontre a été surprenante parce qu'il m'a fait entièrement confiance. Il est venu, il a voulu lire des textes de Saint-Augustin et quelques textes de Rilke sur des musiques d'Arvo Pärt. Et c'était étonnant parce que nous jouions et lui arrivait et la musique était en suspension quelques instants et ces mots commençaient à nous projeter dans des mondes incroyables. C'était une expérience presque improvisée et qui avait eu énormément de succès. On avait gardé ce souvenir tous les deux et on s'était promis que peut-être on envisagerait des spectacles. Et donc voilà. Mais les textes de Saint-Augustin et de Rilke à cette occasion n'ont pas été enregistrés. Non. D'ailleurs, dans ma bibliothèque, j'ai quantité de livres sur Saint-Augustin. On avait commencé à travailler et puis... Donc il vous reste au moins pour vous ce souvenir. Au moins, il me reste le ce souvenir. De Laurent Terzieff présent et bien sûr le souvenir de sa voix récitant ses textes, voilà. Les lisant. Et alors je vais essayer d'être plus court, pour lui proposer que nous partagions musique, donc ces suites de Bach et ces textes de Rilke. Il m'avait dit oui, on pourra l'envisager, mais les choses traînaient un petit peu, il n'y avait pas de véritable réponse. Et puis un jour, il m'a appelé et il m'a dit « Gérard, c'est tout de suite ». Je lui ai dit « Mais Laurent, c'est quoi tout de suite ?» Il m'a dit « C'est là, c'est dans les jours qui viennent ». En fait, il savait qu'il savait, voilà. Il savait qu'il était malade et que... Et vous l'avez deviné à son temps ou vous avez enregistré puis vous avez été surpris ensuite? Non, je l'ai su... Je l'ai su à ce moment-là, quoi. D'accord. Ce qui fait que, avec Étienne Collard, qui était à la technique, c'est lui qui a accepté, c'est un ami qui a accepté d'enregistrer, nous sommes allés chez lui. Ouais,
une aventure incroyable. Oui. Et un après-midi. Ça devait crouler de livres. Alors, j'étais très dépouillé. Ah oui. Il y avait beaucoup de livres, mais c'était également très dépouillé. Il y avait très peu de choses. Ah, c'était impressionnant, mais je vous raconterai comment on a travaillé. Là, très très sobre, on a passé l'après-midi, il avait préparé ses textes. C'était ces textes-là qu'il voulait enregistrer. Je dis, comme un testament. Voilà. Et j'ai toujours la bande d'ailleurs de ces textes-là. Et c'est à ce moment-là qu'on a communié, on peut dire, communion entre Rilke et Bach. Donc c'est-à-dire que chez lui, vous êtes arrivé avec votre alto, vous avez joué. Non, je ne l'ai pas joué. C'est ça, vous avez enregistré juste sa voix et il y a eu un montage derrière. Voilà. Pour les suites. Oui, forcément. Puisque on a pensé que nous ferions ensemble le montage. Comme il est décédé quelques jours après, quelques semaines après, je me suis retrouvé seul avec ces textes et ces enregistrements, donc il a fallu faire des choix. Fallait-il les grouper, fallait-il les mettre, les intercaler voilà. Pour quelle raison ? Il n'avait laissé aucune consigne. Non, absolument aucune. Non, il était très, très ouvert, il faisait confiance, il faisait entièrement confiance. Alors en fait, c'est un dialogue. Oui. On peut dire que c'est un dialogue. Tout à fait. Alors, justement, puisque vous abordez ce sujet malheureusement de son décès juste après cet enregistrement, eh bien, on va lui donner la parole, justement, à ce propos, dans cet entretien qu'il avait donné à l'époque sur KTO. Est-ce que vous faites du théâtre, justement, pour surmonter l'angoisse de la mort ? Est-ce que ça peut être une explication, ça aussi ? Ça l'est pour beaucoup de gens que je connais. Oui, pas pour vous ? Je crois pas pour moi. Non, pas pour moi. Non. Pas du tout. Pas de besoin ou de désir de laisser une trace quelconque. Vous savez, Heidegger a dit qu'il avait retrouvé dans Rilke justement des choses qu'il essayait de prouver par sa philosophie. Et pour Heidegger, effectivement, la mort, c'était d'abord, en tant que philosophe du doute, d'avoir la grande certitude. C'est vrai. S'il y a une chose dont on est sûr, c'est qu'on mourra un jour. Non, c'est vrai, pour les gens qui sont angoissés par le doute, un réconfort. L'autre, et puis il disait aussi que c'est la condition même de la vie qui doit nous donner une liberté vis-à-vis de la mort. Et ça, c'est une idée que je sens très fort chez Rilke. La vie, c'est réussir sa mort. Voilà, il y a ce poème merveilleux, Seigneur, donne à chacun sa propre mort, qui soit issu de cette vie où il trouvera l'amour, un sens et sa détresse. Il y a ça aussi dans les élégies, ton inspiration sainte est la mort familière. Mais si vous voulez, je crois que je fais partie des gens qui pensent que quand même la mort valorise la vie. Ça, je pense. Je pense que la mort est un non-sens qui donne du sens à la vie en même temps qu'elle lui retire le sens. Donc, c'est ce paradoxe qui est induit dans la vie de l'homme, c'est-à-dire que la mort est contraire à un désir de vivre toujours, et en même temps vivre toujours serait invivable. Est-ce qu'on peut envisager la mort non pas comme une rupture alors, mais comme le couronnement aussi d'une vie ? Évidemment, pour les chrétiens, ça se débouche sur une vie abondante. À laquelle vous croyez donc ? Oui. Puisque vous nous avez dit être chrétien. Sa liberté par rapport à sa propre mort, réussir sa mort, cela vous inspire-t-il ? Peut-être pour jouer même ? Est-ce qu'on a l'idée de la mort dans ces conditions-là, d'enregistrer quelque chose avec Laurent Terzieff quand on joue Bach ? Pas vraiment. Parce qu'elles sont tournées vers la vie quand même, ces suites. Oui. C'est des suites de danse en plus. Exactement, merci. On oublie toujours cette dimension-là. Ce sont des suites de danse. Et donc, non, on n'est pas tourné vers la mort, non. Non. Oh, il faut penser à Caplet, le masque de la mort rouge, pour penser à une danse un peu plus lugubre. Ou la danse macabre, oui. Macabre, voilà, on va dire. Mais sinon, bien sûr que non. Au contraire, il y a de la joie.
Non, la pensée de la mort n'est pas quelque chose qui nous réjouit. Jusqu'à ce jour, je n'ai jamais vécu une expérience où des êtres qui savaient qu'ils étaient condamnés à mourir assez rapidement se réjouissaient de cela. Même si on peut extrapoler en quelque sorte et se projeter, je crois que même si on nous dit qu'il y a un au-delà, on n'est pas tellement pressé, je crois. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé d'inspiration, de la façon de jouer les œuvres, et de l'intonation de Laurent Terzieff. Peut-être aussi faut-il parler de respiration. Elle est extrêmement présente à la fois en musique et dans la récitation. Bien sûr, bien sûr. C'est un rythme, c'est une façon aussi d'être posé. C'est un rythme. Et justement, c'est là où il était un musicien extraordinaire. Il était proche de nous, enfin moi je l'ai senti très proche de moi, puisqu'il avait ce sens du rythme, des mots, comme nous devons. On a beau le travailler, mais qu'on le veuille ou pas, on le porte en soi, on le ressent. C'est quelque chose d'instinctif. Et ça, il l'avait. Alors, quand vous l'avez entendu, vous avez enregistré dans votre mémoire la façon qu'il avait de dire ses textes. Est-ce que cela a conditionné ou fait évoluer votre façon de jouer pour ce disque, ces suites de Bach ? Est-ce qu'on arrive à penser à Laurent Terzieff quand on joue devant sa partition ou par cœur ces suites de Bach ? Alors, je pense à lui. Votre question, oui, je ne m'étais jamais posée de cette façon-là. Mais c'est vrai que très souvent, il est près de moi. Il est près de moi parce que lorsque nous avons envisagé nos concerts ensemble, nos spectacles, nous nous sommes retrouvés dans son petit appartement, niché tout en haut, comme ça. Et j'ai le souvenir qu'il y avait des vêtements, il y avait des grandes capes qui étaient accrochées comme ça sur les porte-manteaux. C'était très très sobre. Il y avait une petite pièce avec une cheminée, avec un miroir posé sur la cheminée. Et Laurent se mettait toujours face à cette cheminée et face à ce miroir. Et moi j'étais assis à côté de lui. Et là, lorsque nous avions travaillé avec l'orchestre de chambre, j'avais les partitions de Tutti sur mes genoux et lui récitait ses textes. Et il récitait toujours de mémoire. Hein. Ce n'était pas quelqu'un qui lisait les textes, heureusement. Il les avait tellement intégrés, assimilés, complètement. Comme disait Anne Kefelec, il jouait par cœur, avec le cœur. Avec le cœur en plus. Et je notais son sens du phrasé, du rythme. C'est cela, avec de grands élans, avec de grandes courbes, avec un crayon que je mettais sur les pièces musicales, les morceaux qui avaient été choisis de Part notamment, qui lui aussi a une spiritualité très forte. Oui. Et c'est comme cela qu'on se retrouvait d'une manière muette, si je puis dire, à partager des textes ou musicaux ou littéraires ou poétiques. Peut-être, puisque vous avez prononcé ce nom de famille tout à l'heure, la famille Micha, alors ça me fait penser à un violoniste dont c'était le prénom, Micha Hellman, qui aurait dit à William Primrose que, oui, qu'il lui avait joué les sonates partita pour violon seul, mais à l'alto, c'est sans doute plus facile à l'alto. Est-ce que des suites de Bach, vous avez, je suppose, travaillé les sonates et partita, mais y a-t-il jamais eu un projet d'enregistrement ? Si, il y a eu. Ah. J'y avais pensé et j'avais commencé par chercher le lieu acoustique. Je voulais un lieu acoustique qui soit entourant, qui soit généreux. Et puis j'ai abandonné parce que je pense que c'est vraiment écrit pour le violon. Parce qu'il y a cette fluidité que l'on peut avoir sur un violon, que l'on ne peut pas avoir sur un alto. D'ailleurs, je ne sais pas qui a enregistré l'intégrale, vous le savez peut-être. Oui, bon, c'est peut-être une satisfaction personnelle, pourquoi pas. Mais je n'ai pas connaissance d'un enregistrement qui a surpris tout le monde et qui a intéressé justement le monde musical, des violonistes et des altistes. Parce que je pense que vraiment c'est écrit pour le violon. Oui, il y a des difficultés techniques en plus. Il y a des difficultés techniques et puis il y a ce discours à 2-3 voix, parfois 4 voix. Est-ce qu'on peut sur un alto ? Mais non, de par la dimension même de l'écartement des cordes et tout cela, on est obligé, on est un peu laborieux. Et si on synthétise à la chaconne ? Alors ça, la chaconne, là, oui, la chaconne, ça, oui. Ah oui. Oui, mais bien sûr, vous allez tout de suite à l'essentiel. Et oui, c'est la perle, bien sûr. C'est même plus abordable
que certaines fugues. Ah oui, complètement. Mais ce sont les fugues qui sont... C'est des monceaux de difficultés. Oui, des monceaux de difficultés. Alors, ça nous pose une autre question qui est l'interrogation par rapport à la taille de l'alto. Pour moi, il y a des altos qui sont altos, il y a des altos, il y a des violons altos. Alors, à quelle dimension mettez-vous la limite? Il faudrait un violon alto pour pouvoir jouer et enregistrer Donc un petit alto. Sonates et partitas, un petit alto, bien sûr. Et oui. Mais dans ce cas-là, le coffre n'est pas le même, le rendu n'est pas le même. Oui. Mais alors, pour ce qui est de la chaconne, bien sûr, comment ne pas avoir la tentation? Même Luciano Berio disait que c'est la chaconne qui l'a inspiré pour la sequencia d'alto seul. Et ça, je peux le comprendre, mais quelle œuvre géniale. Il y a tout dedans. C'est un tourbillon de créativité et tout. Alors, bien sûr, je l'ai joué beaucoup. J'ai adoré cela. Mais jamais enregistré. Parce que je n'y pensais pas à ce moment-là. Et aujourd'hui, si on vous le proposait? Moi, je ne sais pas. Ouais, c'est vrai. Je ne me pose pas la question. Ouais. Mais... En tout cas, vous feriez peut-être beaucoup d'heureux. C'est déjà une bonne raison. Oui. Mais je n'y ai pas pensé. C'est pas au fait de ne pas faire des heureux, mais est-ce que je serai à la hauteur de cette œuvre-là? Il faut quand même être en possession de ses moyens. Mais il n'y a pas que ça. Il faut une humilité, comme pour le Anterzieff déclamant Rilke. Ouais. Ouais, c'est le mot. Ouais. De toute façon, il faut toujours une humilité. La priorité est donnée à l'humilité, mais complètement. On n'est pas là pour se mettre en avant, on est là pour porter justement, pour porter ces œuvres-là. Alors je reviens à cette relation que vous aviez avec Laurent Terzieff, puisqu'il y a des mots qui me semblent importants. Quand il revenait dans cette même émission sur KTO au sujet de la fidélité, la confiance et le travail. Alors, permettez-moi encore, Gérard Cosset, de lui donner la parole une petite minute à ce sujet. Laurent Terzieff, vous avez voulu qu'on mette à l'honneur la fidélité en amitié, notamment. Quel est le secret pour vous des longues fidélités? Je crois que la confiance réciproque. La confiance. Et comment la fait-on naître, cette confiance? Par le travail, par l'expérience, par l'épreuve que constitue le travail et sur laquelle chacun se découvre l'autre. D'abord, dans le travail, surtout dans le travail artistique, c'est soi-même qu'on découvre ça. C'est un truisme, on le dit souvent, mais c'est vrai. C'est vrai que je ne sais pas, je ne saurais jamais qui je suis exactement, mais je saurais ce que j'ai fait. Et parmi les choses que j'ai fait, il y a des choses que je ne m'attendais pas du tout à avoir fait. Il y a des choses que j'ai ratées, bien sûr, hélas, mais il y a des choses que j'ai réussies, que je me suis fait un pari vis-à-vis de moi-même. Et que, par exemple, donnez-nous un exemple. Je ne sais pas, oui, par exemple, quand j'ai joué Cébès dans Tête d'or, ça me semblait d'une difficulté épouvantable. Je l'ai fait, je crois que je ne l'ai pas trop mal fait. Et puis, ce que je dis pour soi-même, c'est valable pour les autres. Et donc, il y a cette espèce d'interpénétration de la découverte de soi entre son travail et l'autre. Et l'autre, parce que le théâtre, le cinéma, c'est un travail collectif, c'est un travail d'équipe. Des choses qu'on réussit, la confiance dans le travail, c'est une grande exigence quelque part. Partagez-vous ce qu'il dit là, sur les choses que vous avez pu réussir et les choses dont vous avez le sentiment d'avoir raté, Gérard Cosset? Alors déjà, il y a la notion aussi de rencontre, d'amitié, de confiance. Alors, ce sont des dimensions qui sont très importantes pour moi, puisque cela vous amène quelque part à ne pas vous isoler, mais vous ne pouvez pas être amis avec la terre entière, c'est impossible. Donc il y a des choix à faire, des choix qui sont parfois avérés, qui prouvent que vous avez fait justement ces choix, et donc ça peut vous isoler un petit peu. Mais ça, c'est l'histoire plutôt d'amitié. L'expérience est parfois cruelle, c'est-à-dire.
Oui, les chemins sont parfois très différents et peuvent diverger. Oui. Alors dans le travail, oui, c'est évident. C'est étonnant qu'il parle du travail. Parce que c'est beau. Généralement, c'est le premier mot qui lui vient. Voilà. Parce que généralement, on dit les travailleurs. Alors les travailleurs, tout de suite, on pense à Zola. Oui. Voilà, c'est ça. Harassé, fourbu. Mais non, pas du tout. Le travail, c'est quelque chose de magnifique. Oui. Mais seulement, comment le vit-on, ce travail? Tout est là. Alors bon, nous n'avons aucune raison de ne pas être heureux, justement, puisque nous sommes constamment en contact avec des œuvres extraordinaires. Alors dans le cas de Bach, bien sûr. Dans le cas de Bach et de Rilke, ça va Et vers de une Rilke, ouverture. oui, la rencontre des deux. C'est une ouverture et même qui vous a peut-être entraîné vers une certaine lumière. Oui. C'est-à-dire que Rilke, quand on connaît un petit peu sa vie et ses expériences, tout n'a pas été comme ça simple. Non. Mais peu de gens savent qu'il a été, par exemple, le secrétaire de ce grand sculpteur français. Donc il avait un côté humble, même si lui était... Et puis je veux dire, ses passions. Les passions de Rilke. Vous en lisez-vous de temps en temps? Ah oui. Ça vous arrive? Oui. Et réécoutez-vous cet enregistrement avec la voix de Laurent Terzieff de temps en temps? Ou vous évitez justement? De moins en moins, je l'écoute. Je le connais tellement. Je perçois sa voix, là. Je perçois sa voix sans avoir besoin de l'écouter. Et justement, votre question, elle va loin parce que beaucoup de personnes me disent, quand on écoute maintenant vos enregistrements des suites de danse, on n'écoute plus obligatoirement le texte de Rilke qui est avant de Laurent, parce qu'on le connaît, on l'a intériorisé. Pour écrire un seul vers, il faut avoir vu beaucoup de choses. Bien sûr, on le connaît par cœur, quoi. Mais moi, j'ai plaisir à le réécouter, mais à petite dose. À petite dose. À petite dose, oui. Quelle œuvre affectionnez-vous en particulier pour l'alto seul, soit à écouter, soit à jouer, que ce soit de Bach ou de quelqu'un d'autre? Alors ça a évolué, puisque à mes débuts, j'étais certainement influencé par mon premier professeur. Monsieur Ménard ? Monsieur Ménard, qui était donc le soliste de l'orchestre de chambre de Toulouse. Chaque fois, je le retrouvais le dimanche pour le cours de 3 heures, avec mon père qui écoutait silencieux. Il disait « Ah, je viens justement de jouer pour moi de Jean-Sébastien Bach. Et ces suites de Bach, c'est notre Bible, il me disait. » Et j'étais tout petit et j'entendais associer la Bible à Bach. Je me disais waouh. Et donc ça a été un des premiers cadeaux que j'ai reçus, c'était les suites de Bach avec une dédicace. Voilà, pas de Bach bien sûr, mais des personnes qui m'avaient offert cet enregistrement, cette partition. C'était quelque chose de presque d'inaccessible. C'est comme s'il fallait... C'était un long parcours avant de pouvoir dire, ça y est, j'ai approché ces œuvres-là. Bon, heureusement, j'ai réussi à sortir de cet engrenage-là. À la fin de cette expérience avec l'orchestre de chambre de Toulouse, justement, qui a été assez douloureuse parce que c'est toujours très difficile en petit comité d'arriver à ce qu'il y ait une entente dans les ensembles. Vous devez le savoir, mais beaucoup de personnes le savent. Et même si la musique est là pour adoucir les mœurs, au passage, j'avais besoin de me reconstruire et de me sentir bien. Et c'est à ce moment-là que j'ai pensé à enregistrer ces suites de Bach. Et ça a été un moment de... Comment dire, vraiment important dans ma vie. Très important. Ça a été une thérapie, en fait. Ah oui, à ce point-là. Oui, ça a été vraiment une thérapie. Enfin, je le vis comme ça, mais on va pas le détailler. Mais oui, c'est très important. Et c'est là que j'ai approché ces suites de Bach, sinon je ne les aurais peut-être jamais enregistrées. Donc pour les sonates et partitas, je ne sais pas. Mais pour la chaconne, certainement que j'y penserai. Alors on va changer d'époque. Comment abordez-vous une œuvre qu'il s'agit de créer ? Oui.
Parce que là, il y a une certaine liberté, mais le compositeur peut tout à fait être vivant, vous connaître. Comment le respecter tout en mettant aussi sa patte en tant qu'instrumentiste? Bien sûr. C'est une notion de responsabilité même derrière. Oui, alors il y a plusieurs phases. Enfin, j'ai eu la chance de pouvoir créer de nombreuses œuvres, musique contemporaine, et de rencontrer de nombreux compositeurs. Mais j'ai toujours privilégié la première rencontre. Et autant que possible, si elle peut être enregistrée ou filmée, c'est une bonne chose. Parce que dans la première rencontre, le créateur, qui lui-même est confronté à... Il découvre d'une manière sonore ce qu'il a créé, ce qui n'est pas évident, même si dans sa tête, il avait déjà conçu la chose. C'est à ce moment-là qu'il a les réactions les plus surprenantes. Alors, quel que soit le créateur. Ça, je l'avais vu même avec l'ensemble intercontemporain. Quand on ferait à un compositeur la première écoute sonore, alors des mots que jamais plus après il ne va prononcer, mais des mots en positif ou en négatif d'ailleurs. Et c'est la première chose. Donc, premier contact avec le créateur, tout noté sur la partition. Aussi bien, ah non, ça c'est pas possible, ça il faut le couper. Ah oui, là, élevez-vous, faites, non plus, enfin, tout est dit la première fois. Bon. Et à partir de là, il y a tout un travail de mise en place qui est un minimum pour se présenter face à un créateur. Et ensuite, on construit ensemble. C'est-à-dire, à partir du moment où la partie, je dirais, partie charpente et maçonnerie a été faite de mon côté, ce qui est notre travail, notre labeur quotidien, eh bien là, voilà, on peut vraiment être face au créateur qui va donner certaines directives et pas toujours. Et pas toujours. Il y a ceux qui vous laissent libre, qui ne veulent pas intervenir plus parce que, je ne dis pas qu'ils sont charmés par ce que vous leur proposez, il ne faut pas exagérer, mais ça peut arriver. Ça peut arriver de dire « Ah ben oui, non, ça vous le conservez, oui, absolument ». Et je pense à Henri Lutilleux. Il pense peut-être à des choses, il découvre peut-être des choses auxquelles il n'avait pas songé dans l'écriture? Une sonorité qu'il n'avait pas perçue au moment de l'écrire? Exactement, ça peut être à ce niveau-là. Un écho Oui, parce qu'un créateur, comment fonctionne un créateur, hein, ça aussi c'est mystérieux. Mais dans ce que lui avait envisagé, il n'y avait peut-être pas cette dimension-là qui pouvait apparaître. Alors vous vouliez parler de Dutilleux, pardon. Je pensais à Dutilleux à propos de ce que nous disions. En 1976, avec le Quatuor Parrainin, nous avons créé Ainsi la nuit. Donc le quatuor d'Henri Lutilleux, le seul quatuor écrit par Henri Lutilleux. Et moi j'étais tout jeune à ce moment-là, et je découvrais la création. Enfin, avec les Parrainins, nous créions beaucoup d'œuvres, mais une œuvre d'Henri Lutilleux, c'est pas tous les jours. Donc on a vécu de longues semaines et de longs mois. Il était à nos côtés, et il nous écoutait répéter. Il intervenait très peu. Et il était toujours positif dans ce que nous pouvions lui proposer. Alors ce que nous pouvions lui proposer, c'est quoi ? Qu'est-ce que nous avons dans notre boîte à outils ? Nous avons les dynamiques, des détails du type vibrato, pas vibrato, les différents plans qui des longueurs de notes éventuellement, archets plus ou moins courts. Quelquefois, il acceptait aussi l'idée qu'une note puisse être, j'allais dire, déplacée. C'est fou. Oui, c'est fou. Alors que moi, je pensais qu'un créateur, c'était quelqu'un qui était sans pitié, quoi, pour l'interprète. Et pas du tout, pas du tout. Une disponibilité. Tous les créateurs que j'ai côtoyés jusqu'à maintenant, et il y en a eu beaucoup, sont très, très humbles quand il s'agit d'élaborer l'œuvre avec l'interprète qu'ils ont choisi, souvent. Et c'est très important. Parce que je n'avais pas réalisé à quel point, très souvent, un créateur, il écrit pour un interprète. Enfin, oui. Il n'écrit pas comme ça dans l'absolu. Je vais écrire un concerto pour trombone. Non. Il sait déjà à quel tromboniste il va demander de... C'est comme Shostakovich pour David Oistrakh ou Leonid Kugan, quoi. Et Shosta, quand il a écrit sa dernière œuvre, sa sonate pour alto, l'opus 147, eh bien, il était sur son lit d'hôpital, et quand il a écrit et qu'il a convoqué Drujinin, et qu'il lui a dit « Cette sonate, elle est pour vous »,
il en pleurait de joie. D'origine, il n'aurait jamais pensé que... Donc il savait. Mais bien sûr, Shosta, il savait qu'il écrivait pour tous les grands. Alors, toute dernière question, Gérard Cosset. Si quelqu'un venait vous proposer, justement, par exemple, reprenons la chaconne, de l'enregistrer sur le modèle, sur l'exemple de ce magnifique double album, en récitant à côté de la poésie, quelles seraient pour vous les conditions, peut-être tel ou tel auteur et pas certains autres, un lieu d'enregistrement? Ou est-ce que d'emblée vous diriez non Non, certainement que je dirais oui, parce que moi j'aime les challenges. Mais j'ai rarement dit non, c'est vrai. Alors je ne sais pas si j'aurais besoin d'un texte à côté de la chaconne. Parce que la chaconne... Se suffit elle-même? Ah oui, je crois qu'elle suffit elle-même. Elle est à la fois le cœur, le commentaire, et le commentaire du commentaire. Et le développement. Et le développement, enfin tout. Et la conclusion. Et tout, il y a tout. Alors, vous me renvoyez à une de vos premières questions. Pourquoi avoir mis avec ces suites de danse des poèmes de Rilke? Eh bien, d'abord parce que j'ai toujours besoin de... Je me suis rendu compte que c'est peut-être mon histoire liée à... C'est un peu complexe, mais je n'ai pas encore trop révélé ces choses-là. Mais bon, je porte les prénoms d'un frère mort avant moi. Et je pense que quelque part, je vis un petit peu avec lui, même si je ne l'ai pas connu. Donc, j'aime bien toujours avoir à côté de moi ce qu'on appelle l'amitié, le partage. Mais j'aime bien partager. Donc, pour ça que la musique de chambre m'a toujours attiré fortement. Et je crois que les mots... alors, avoir choisi les poètes, pourquoi? Parce que le poète, c'est celui qui s'est concentré dans un mot le plus d'émotion, oui, bien sûr. Je ne vais pas aller choisir un Proust, par exemple, même si j'adore Proust, parce qu'on n'aura jamais la place de tout mettre. Voilà. Donc, le poète, oui, le poète est celui qui synthétise... beaucoup d'émotions dans peu de mots. Et Laurent incarnait cela. Et voilà. Mais je dis pour la chaconne, pour l'instant, je n'ai pas de poète en vue, mais j'en trouverai certainement, mais j'en éprouverai pas le besoin. Mais l'idée de la chaconne, ça me plaît. Merci. Merci beaucoup, Gérard Cosset. Plaisir avec vous. Pour écrire un seul vers, il faut avoir vu beaucoup de villes, d'hommes et de choses. Il faut connaître les animaux. Il faut sentir comment volent les oiseaux. Et savoir quels mouvements font les petites fleurs en s'ouvrant le matin. Il faut pouvoir repenser à des chemins dans des régions inconnues, à des rencontres inattendues, à des départs que l'on voyait longtemps approcher, à des jours d'enfance dont le souvenir ne s'est pas encore éclairci, à ses parents qu'il fallait qu'on froissât lorsqu'ils vous apportaient une joie et qu'on ne la comprenait pas. C'était une joie faite pour un autre, à des maladies d'enfance qui commençaient si singulièrement par tant de profondes et graves transformations, à des jours passés dans des chambres calmes et contenues, à des matins au bord de la mer, à la mer elle-même, à des mers, à des nuits de voyage qui frémissaient très haut et volaient avec toutes les étoiles. Et il ne suffit même pas de savoir penser à tout cela. Il faut avoir des souvenirs de beaucoup de nuits d'amour, dont aucune ne ressemblait à l'autre, de cris de femmes hurlant en mal d'enfants et de légères, de blanches, de dormantes accouchées qui se refermaient. Il faut encore avoir été auprès de mourants, être resté assis auprès de morts, dans la chambre, avec la fenêtre ouverte, et les bruits
qui venaient par à coup. Et il ne suffit même pas d'avoir des souvenirs. Il faut savoir les oublier quand ils sont nombreux, et il faut avoir la grande patience d'attendre qu'ils reviennent. Car les souvenirs eux-mêmes ne sont pas encore cela, ce n'est que lorsqu'ils deviennent en nous sang, regard, geste, lorsqu'ils n'ont plus de nous et ne se distinguent plus de nous. Ce n'est qu'alors qu'il peut arriver qu'en une heure très rare, du milieu d'eux, se lève le premier mot d'un vers.